Bonjour à tous, enchanté de vous rencontrer. Alors merci Anne pour cette introduction, merci aussi à l'AFA pour tout ce que vous faites. J'en discutais un petit peu juste avant ma présentation. C'est vrai que vous avez ce don quand même de suivre à la fois les patients, mais de suivre aussi les chercheurs avec vos bourses annuelles de soutien à la recherche. Et vous avez aussi ce talent d'arriver à unir les deux. Je fais souvent des présentations de ma recherche à des diététiciens ou à des patients, etc. Et ça, faire le lien entre le monde de la recherche et le monde du patient, c'est vraiment une force de l'AFA. Alors on m'a demandé aujourd'hui de parler un petit peu d'alimentation ultra transformée, de son rôle dans les Mickey. Alors vous vous doutez bien, quand on parle d'alimentation transformée et d'alimentation en général, on ne peut pas s'émanciper de parler du microbiote intestinal. Donc je vais vous parler aussi pas mal du microbiote intestinal, je vais vous faire un petit peu une overview de ce qu'on sait sur ce microbiote intestinal et du lien ensuite avec l'alimentation. J'ai gardé une présentation assez conceptuelle et assez courte aussi dans sa durée, donc il y aura pas mal de temps pour les questions et pour les échanges par la suite. Alors le microbiote intestinal, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment cette communauté de micro-organismes qui colonisent notre intestin, de la bouche à l'anus. On estime à peu près 100 000 milliards de bactéries qui nous colonisent, qui représentent à peu près 3 kg de micro-organismes par individu. Donc si je compte à peu près combien on est dans cette pièce, ça doit faire à peu près 1 tonne de bactéries qui est en train de m'écouter, donc je leur souhaite aussi la bienvenue. Et en fait, toutes ces bactéries, elles sont très très importantes. Alors je sais que vous avez peut-être de par la maladie ou de par la maladie qui vous affecte vous ou des membres de votre famille, vous avez peut-être une vision plutôt négative de ce microbiote. Mais il faut quand même garder en tête que le microbiote intestinal joue aussi de nombreux rôles très très bénéfiques en santé humaine, puisqu'il va permettre de fortifier notre barrière intestinale. Il va aussi, pour schématiser vraiment très, très grossièrement, il va aussi prendre la place des mauvaises bactéries. Et du coup, le fait d'avoir un microbiote intestinal, on occupe la place, on colonise la niche, et du coup, on est protégé contre certaines infections. J'imagine que certains d'entre vous ont déjà entendu parler de la bactérie Clostridium difficile, qui induit des colites chez les personnes âgées, notamment traitées aux antibiotiques. Et bien en fait, on sait très bien que le microbiote intestinal, et on en reparlera un petit peu dans les transplantations fécales, peut-être lors des questions, on sait très bien que le microbiote intestinal est clé, vraiment très très central pour protéger contre cette bactérie pathogène qui est Clostridium difficile. Le microbiote intestinal est aussi très très important concernant le métabolisme, puisque la majorité des aliments qu'on va ingérer va pouvoir réguler la composition et la fonction de ce microbiote. Et il y a aussi beaucoup de calories qu'on ingère, notamment les fibres solubles. On dit qu'il faut manger des fibres, il faut manger des fibres. Pourquoi est-ce qu'il faut manger des fibres? Puisque ce sont un composant de l'alimentation qui va permettre de nourrir le microbiote. Et en fait, sans notre microbiote, on ne serait pas capable de digérer ces fibres. Et enfin, ce microbiote participe aussi à la maturation du système immunitaire. Et du coup, c'est pour ça aussi, il y a de plus en plus d'études, par exemple, qui montrent que le microbiote intestinal est aussi joue un rôle très très important dans la réponse à la vaccination, par exemple, en servant d'adjuvant et en favorisant la réponse immunitaire adaptative. Alors bien sûr, si on est là aujourd'hui, ce n'est pas que pour parler de cette belle facette du microbiote intestinal, c'est aussi pour parler de son autre penchant qui peut être beaucoup plus délétère pour son hôte, avec notamment bien sûr les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, le cancer colorectal aussi, où on sait très bien que le microbiote intestinal joue un rôle très très important dans la survenue, mais aussi dans la chronicité, dans l'évolution de ces pathologies au cours du temps. Et bien sûr, dans d'autres... alors juste vraiment très brièvement concernant le microbiote et les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, ça fait en fait quasiment 30 ans qu'on connaît ce rôle et qu'on suspecte ce rôle. Et ça, c'était des très beaux travaux qui avaient été réalisés, vous voyez, au début des années 90, où en fait on s'était rendu compte qu'avec une iléostomie terminale, donc quand on détourne le flux fécal de l'intestin, eh ben on a une cicatrisation muqueuse qui est très rapide chez ces patients, et dès qu'on restaure le flux fécal, dès qu'on annule cette iléostomie terminale, eh ben on va restaurer l'inflammation intestinale. Donc c'est ce que ces premières études suggéraient. Alors à l'époque, on ne parlait pas encore de microbiote, on parlait encore de flore intestinale ou de contenu de la lumière. Mais ce que ça suggérait, c'était vraiment qu'il y avait quelque chose dans l'intestin qui, si on l'enlevait, eh ben on pouvait avoir un impact bénéfique sur la maladie. Quand on le rajoutait, eh ben la maladie pouvait revenir. Alors on va surtout parler de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin aujourd'hui, cancer du côlon, le microbiote intestinal joue un rôle clé dans ces pathologies-là. Il y a aussi d'autres pathologies pour lesquelles le microbiote intestinal joue un rôle clé, notamment les dérégulations métaboliques, diabète, obésité, arthrite, et aussi tout ce qui est ce qu'on appelle l'axe intestin-cerveau, où on sait aussi que le microbiote intestinal peut jouer un rôle, mais on ne va pas beaucoup en parler aujourd'hui. Alors bien sûr, la clé, et c'est ce qu'il y a de vraiment fascinant avec ce champ de recherche qu'est le microbiote, c'est de comprendre comment est-ce que cette communauté de micro-organismes qui est là, on ne peut pas s'en défaire. Il est impossible de vivre sans notre microbiote. Notre microbiote, lui, de même, ne peut pas vivre sans nous. Qu'est-ce qui fait? Comment est-ce que ce microbiote est régulé
pour jouer justement ce double rôle. Et qu'est-ce qui fait qu'on peut avoir la transition entre un microbiote bénéfique à un microbiote plutôt négatif? Et bien sûr, vous l'aurez compris, hein, c'est le but un petit peu de ma présentation. L'alimentation joue un rôle clé dans la régulation du microbiote, que ce soit sa composition, sa fonction. Et est-ce que ce microbiote va jouer un rôle plutôt bénéfique ou est-ce que ce microbiote va jouer un rôle plutôt pro-inflammatoire dans l'intestin? L'alimentation est vraiment un acteur clé de cette régulation. Malheureusement, et je crois que c'est vraiment ce qu'ont montré les deux premières présentations de ce matin par Laurent et Yoram, tout est beaucoup plus complexe que ça, malheureusement, et c'est un petit peu ce que souhaitait illustrer cette présentation. Vous voyez qu'en fait, le microbiote intestinal, et c'est aussi ce qui fait la difficulté de ce champ de recherche, c'est que à peu près tout et n'importe quoi peut réguler le microbiote intestinal. L'alimentation est un facteur principal. Bien entendu, l'endroit géographique où vous vivez, la génétique aussi a un rôle sur la composition du microbiote intestinal. Est-ce que vous faites de l'exercice ou pas? La prise d'antibiotiques, le stress, le microbiote évolue aussi au cours de l'âge, etc. Donc c'est vraiment une communauté très complexe de micro-organismes qui est impactée par l'environnement et par tout ce qui va pouvoir être en contact avec cette communauté de micro-organismes. Et vous voyez que sa régulation est vraiment quelque chose de très complexe. Et en fait, concernant l'évolution de ce microbiote et comment justement est-ce qu'on passe d'un microbiote bénéfique à un microbiote plutôt délétère, j'aime bien utiliser cette représentation où en fait ici, alors je ne sais pas si j'ai un pointeur ici, non je ne dois pas avoir de pointeur. Donc vous voyez en fait vous avez une petite bille violette qui est dans une espèce de petite coupole verte et en fait la petite bille verte ici je l'utilise pour représenter le microbiote, d'accord? Et cette petite coupole verte pour représenter son état d'équilibre. Et vous voyez que vous avez un microbiote qui est dans un état d'équilibre, plutôt en bonne santé et qui joue des rôles plutôt bénéfiques en santé humaine. Mais vous allez avoir au cours de votre vie, et ça c'est désormais clairement documenté, vous allez avoir tout au cours de votre vie une accumulation d'événements qui vont pouvoir venir ici perturber, stimuler, altérer, tuer certaines bactéries, en ajouter d'autres à l'écosystème, etc., modifier cet écosystème pour lui faire prendre un état de stabilité inférieur. Et ça, c'est quelque chose qui va pouvoir se produire encore et encore dans la vie, etc., avec une accumulation d'événements qui vont faire que ce microbiote va petit à petit perdre ses capacités bénéfiques et acquérir des capacités plutôt délétères pour son hôte. Et c'est ce qu'on appelle la dysbiose. Alors j'imagine que vous avez tous entendu parler de ce terme de dysbiose. Et du coup, vous voyez qu'on va pouvoir avoir au cours de notre vie tout un tas d'événements. L'alimentation joue encore une fois un rôle clé qui va pouvoir perturber ce microbiote de manière à conduire à un microbiote de dysbiose. Et ce qu'il y a, j'espère, ce que j'aime bien avec cette représentation, c'est que vous voyez qu'il est beaucoup plus facile de perturber un microbiote. Et là aussi, on a vraiment toutes les données qui s'accumulent sur cet aspect-là. Vous voyez qu'il est beaucoup plus facile de perturber un microbiote, il est beaucoup plus facile d'aller vers la dysbiose et de descendre en complexité plutôt que de remonter vers l'eubiose, vers un microbiote plutôt bénéfique. Et ça, c'est vraiment ce que toutes les recherches montrent actuellement, c'est qu'il est beaucoup plus facile de perturber négativement un microbiote plutôt que de le garder en bonne santé. Donc, et encore une fois, l'alimentation joue vraiment un rôle clé dans ces aspects-là. Alors, bien sûr, concernant l'alimentation, alors ce qu'on sait, c'est vraiment synthétisé ici de manière très schématique. Vous voyez, vous avez à gauche, on sait qu'une alimentation riche et équilibrée avec beaucoup de fruits, de légumes, une alimentation riche en fibres solubles va plutôt favoriser un microbiote en bonne santé avec une richesse et une diversité de bactéries. Tandis que l'alimentation transformée, ultra transformée, je vais vous présenter quelques données vraiment très brièvement par la suite, va plutôt conduire à un microbiote qu'on appelle dysbiotique avec une perte de diversité. Et ça aussi, c'est un aspect qui est vraiment très important. Hein. On peut penser que la diversité est mauvaise, mais en fait non, au niveau du microbiote, on sait très bien que plus on a un microbiote riche, plus on a de bactéries différentes, et bien plus elles vont communiquer entre elles. Il y en a certaines qui vont s'aimer, il y en a certaines qui vont se faire la guerre. On va avoir tout un tas de petites molécules qui vont être synthétisées entre ces bactéries. Et ça, c'est quelque chose de très bénéfique. Quand on commence de perdre de la diversité, c'est ce qui est représenté à droite, où on va voir certaines bactéries qui vont disparaître et d'autres qui vont commencer de coloniser et d'occuper toute la place. Et bien ici, on est vraiment en condition de dysbiose avec un microbiote plutôt négatif sur la santé intestinale avec un impact potentiel sur le développement d'inflammation intestinale. Alors pour revenir un petit peu à l'alimentation, on sait qu'il y a tout un tas de facteurs qui jouent un rôle très important pour réguler le microbiote intestinal. Je voulais juste vous donner quelques exemples aujourd'hui. Alors on sait bien sûr les fibres solubles, et c'est ce qu'il y a aussi de fascinant, je trouve, avec la recherche sur le microbiote, c'est qu'au fur et à mesure où on avance sur la recherche sur le microbiote, on commence de comprendre un petit peu pourquoi il y a certaines recommandations qu'on sait depuis des générations et des générations, comme les probiotiques, par exemple, le fait de manger des yaourts, etc. On sait que c'est bon depuis des générations et des générations, mais on ne savait pas forcément quels étaient les mécanismes. Et ben c'est avec cette recherche relativement nouvelle sur le microbiote, on commence de comprendre un petit peu comment est-ce que tout cela se passe, et c'est exactement le cas pour les fibres solubles, où en fait on va venir nourrir le microbiote et avoir un aspect plutôt bénéfique du microbiote.
Les polyphénols aussi, hein, donc les amateurs de vin rouge aiment bien en général quand je dis ça, puisqu'il y a beaucoup de polyphénols dans le vin rouge. On sait très bien que les polyphénols, c'est pareil, hein, on va venir nourrir ici les bonnes bactéries, et du coup ça peut avoir un impact aussi bénéfique en santé humaine. Malheureusement, il faudra enlever l'alcool qui est associé au vin rouge. Donc ça, c'était pour les aspects plutôt bénéfiques de l'alimentation. Il y a des aspects, il y a des facteurs alimentaires plutôt négatifs, tels que les agents émulsifiants. Alors c'est quelque chose qu'on fait beaucoup au laboratoire. Alors je voulais juste prendre 2 minutes pour vous présenter un petit peu ce qu'on fait sur ces additifs-là. Alors les agents émulsifiants, ce sont des additifs alimentaires qui sont vraiment très très largement utilisés par l'industrie agroalimentaire, et en fait c'est ce qui va permettre dans les aliments transformés, les aliments ultra transformés, de mélanger la matière grasse et la matière non grasse et de maintenir ça un petit peu en cohésion. Donc vous voyez par exemple, vous avez un beurre de cacahuète en haut à gauche qui contient des agents émulsifiants, et vous voyez vous avez cette texture crémeuse. Pareil pour la crème glacée à droite. Et bien, si vous enlevez les agents émulsifiants, que vous faites du beurre de cacahuète sans agents émulsifiants ou de la crème glacée sans agents émulsifiants, et bien vous allez avoir l'huile qui va pouvoir se séparer dans le cas du beurre de cacahuète, et dans le cas de la glace, et bien vous allez avoir une glace. Je ne sais pas si vous avez déjà fait de la glace vous-même chez vous, mais vous allez avoir des cristaux d'eau qui vont se former dans la glace, vous allez avoir une glace qui va être beaucoup plus dure, etc. Donc voilà, vous voyez un petit peu tout l'intérêt par l'industrie agroalimentaire d'utiliser ces agents émulsifiants, puisqu'ils permettent vraiment d'améliorer, de favoriser les propriétés organoleptiques des aliments transformés et ultra transformés. Et en fait, ce qu'on a pu montrer, nous, au laboratoire, avec à la fois des approches précliniques, donc en modèle de souris, mais aussi on est en train de faire des études cliniques chez l'homme désormais, et bien on a pu montrer que ces agents émulsifiants, ils avaient un rôle direct sur le microbiote, ils allaient venir tuer des bactéries qui sont plutôt bénéfiques, ils allaient favoriser l'expansion de bactéries qui sont plutôt négatives. Et ce qu'on a vu, en fait, c'était que chez ces souris, ça favorisait le développement de la colite, hein, qui est on parle de maladie inflammatoire chronique de l'intestin chez l'homme, on parle de colite chez la souris. Et vous voyez, c'est ce qu'il y a de représenté ici, hein, où vous voyez que si on utilise des animaux qui sont génétiquement prédisposés à développer de la colite, c'est la courbe bleue, et bien vous voyez qu'en effet, au cours du temps, ces animaux se mettent à développer de la colite lorsqu'ils ne sont pas traités avec aucun additif alimentaire quel qu'il soit. Tandis que si on prend les mêmes souris, mais que cette fois on leur administre soit du CMC, soit du P80, qui sont, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais deux agents émulsifiants très largement utilisés par l'industrie agroalimentaire à travers le monde, et vous en mangez probablement quasiment quotidiennement, et bien vous voyez qu'on a une colite qui est augmentée chez ces souris-là, où on passe d'une incidence de la colite de 40% à quasiment 80%, donc on a le double de souris qui développent des colites, et en plus les colites qu'on observait étaient beaucoup plus sévères chez ces souris. Alors les agents émulsifiants, je voulais vous en parler un petit peu parce que c'est peut-être le champ de recherche qui est le plus avancé, hein, à la fois en modèle souris, mais aussi en études cliniques et chez l'homme, hein, où on a désormais des données chez l'homme qui commencent d'arriver concernant ces additifs alimentaires-là, où on suspecte vraiment, alors en modèle souris on le sait, en modèle clinique on aura la réponse très prochainement, où on suspecte ces agents émulsifiants-là comme étant un acteur majeur dans la dérégulation du microbiote intestinal, de manière à pouvoir, in fine, à conduire à une inflammation intestinale chronique. Ce n'est pas les seuls, hein, il y a d'autres études qui sont en train de s'accumuler, notamment sur les colorants. Alors ça, c'est un champ de recherche qui est beaucoup plus récent. Il y a un très très gros papier qui a été publié dans un journal leader il y a 2 ans, où on montrait justement que les colorants, c'était un petit peu pareil, hein, ils allaient pouvoir aller cibler spécifiquement certaines bactéries. En réponse, la bactérie allait exprimer certaines petites molécules qui allaient pouvoir favoriser la chronicité et la survenue de l'inflammation intestinale chronique. Et enfin, concernant les nanoparticules, et là aussi, j'aime bien le côté un petit peu cocorico qu'a voulu présenter Laurent dans sa présentation. Les nanoparticules, en France, on a des équipes qui sont pionnières aussi et leaders dans ce champ de recherche. La France a d'ailleurs interdit l'utilisation de certaines nanoparticules en tant qu'additifs alimentaires. Alors, les nanoparticules sont beaucoup utilisées en tant qu'agents texturants. Cette fois-ci, vous voyez, dans le dentifrice, si le dentifrice est blanc, il y a cette texture bien blanche, là, bien lisse et bien blanche. C'est grâce aux nanoparticules, notamment le E171. Et là aussi, on a des données qui s'accumulent, montrant que ces nanoparticules peuvent venir cibler directement le microbiote intestinal de manière à conduire à des dérégulations de type inflammatoire. Alors bien sûr, la grande question que je voulais un petit peu adresser dans la suite de ma présentation, c'était qu'est-ce que je dois manger, hein. Ça reste encore une question clé. Je reçois encore beaucoup d'emails de patients qui me demandent justement qu'est-ce qu'ils doivent manger, etc. Et est-ce qu'on a une réponse à l'heure actuelle? Alors, je voulais vous présenter quelques études justement qui ont essayé de répondre à cette question, de savoir qu'est-ce qu'on doit manger, etc. Et pour répondre à ces questions, malheureusement, vous l'avez compris, tout ça est très très complexe. Des additifs, et je vais y revenir un petit peu, le monde des additifs est un monde extrêmement complexe, et je vais vous présenter ça dans quelques diapos. Donc si on veut comprendre un petit peu qu'est-ce qu'on doit manger, qu'est-ce qu'on doit favoriser, pas favoriser, etc., malheureusement, il n'est pas possible de tester chacun de ces additifs
un par un. Enfin, bon, tout est possible, mais bon, ça reste du champ du politique. Mais du coup, il y a beaucoup d'études actuellement qui existent entre liens maladie inflammatoire chronique de l'intestin et alimentation, qui sont des études qu'on appelle épidémiologiques, c'est-à-dire qu'on regarde entre des patients et des non-patients quelles sont les habitudes alimentaires et est-ce que chez des patients qui consomment tel type ou tel type de nourriture, on a un risque accru de développer des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Alors une des premières études qui avait été publiée par l'équipe de Mathilde Touvier et en collaboration avec Jean-Pierre Hugo, donc c'est l'étude Nutrinet Santé. Alors j'imagine que beaucoup d'entre vous connaissent peut-être l'étude Nutrinet Santé, qui en fait est une étude épidémiologique sur la population française. Il y a à peu près 200 000 personnes qui sont inscrites. Et en fait, ils ont suivi ces gens, ils avaient du coup des cas incidents, c'est-à-dire qu'au sein de cette population, il y avait certaines personnes qui commençaient à développer des MICI. Et du coup, ils ont essayé de regarder un petit peu est-ce que leur alimentation était différente, etc. Et en fait, dans cette première étude, ils n'ont pas trouvé de marqueurs clairs d'une alimentation transformée, ultra transformée, comme étant un signe aggravateur du développement des MICI. Alors c'est un petit peu décourageant, mais il y a d'autres études, et je vais vous les présenter, qui semblent beaucoup plus encourageantes. Il y a quelques limites à cette étude. Hein. Déjà, dans cette population, il y a très peu de gens avec des MICI. Donc au sein de ces 200 000, eh ben, en fait, le groupe qui avait développé des MICI était un groupe vraiment infinitésimal. Donc du coup, essayer de capter un signal était resté quand même très très compliqué dans cette étude. Et du coup, Jean-Pierre Hugo continue cette étude et avec beaucoup plus une approche un petit peu plus ambitieuse, hein, avec l'étude Mickey Note. J'imagine que certains en ont entendu parler, où ici on s'intéresse que à des patients Mickey et on va regarder l'alimentation chez ces patients Mickey et regarder est-ce qu'on peut stratifier en fonction de la rémission, etc. Donc ça, c'est des études qui sont en cours et qui devraient arriver très prochainement. Alors comme je le disais, c'était un petit peu décourageant au début. Il y a d'autres études qui viennent d'être publiées plus récemment, avec des cohortes beaucoup plus larges, une force de frappe un petit peu plus large, une proportion de patients atteints de MICI qui était plus large. Et là, on a des signaux clairs qui commencent de sortir concernant le lien entre alimentation et maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Notamment cette première étude dans le journal BMJ, qui est encore une fois un très très bon journal, où justement ils ont montré ici que une consommation accrue d'alimentation ultra transformée était associée à un risque accru de développer une maladie inflammatoire chronique de l'intestin, où les données ici étaient plutôt claires et qui suggèrent donc que chez cette population à risque, on devrait plutôt recommander une alimentation qui est dépourvue d'alimentation transformée et ultra transformée. Il y a une autre étude qui a fait suite aussi relativement récemment, hein, en 2022, où en fait ici on montrait, alors vous allez me dire c'est un petit peu similaire, mais c'est aussi un petit peu différent. Il montrait qu'en fait, chez les patients qui consommaient beaucoup d'alimentation ultra transformée, il n'y avait pas forcément plus de risques. Mais par contre, ce qu'ils ont montré, c'est que chez les gens qui cuisinaient beaucoup et qui évitaient vraiment plus que la moyenne de la population ces aliments transformés, ultra transformés, eh ben, il y avait un bénéfice. Donc voilà, on en a un petit peu là, vous voyez la complexité, c'est-à-dire qu'on ne sait pas forcément si c'est une alimentation à éviter ou plutôt une autre type d'alimentation à favoriser, ou est-ce qu'une alimentation classique, c'est-à-dire sans forcément rentrer dans les extrêmes, pourrait suffire. Il y a encore beaucoup de recherches à faire dans ces aspects-là, et vous voyez qu'on commence un petit peu de toucher du doigt la complexité du système et la complexité des interactions alimentation-microbiote, surtout en ce qui concerne les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Et pour compliquer un petit peu, hein, et c'est vraiment un des messages que j'aimerais faire passer, c'est la complexité du système. Pour compliquer un petit peu, c'est que ce qui est bon pour certains sera peut-être pas bon pour d'autres. On en a pas mal parlé ce matin, on va en reparler un petit peu aussi dans la fin de ma présentation concernant la médecine personnalisée. Et vous voyez que ce qui est bon probablement pour les patients atteints de maladie de Crohn ne sera pas forcément bon pour les patients atteints de RCH et vice-versa. Donc il n'y aura probablement pas une réponse qui sera valable pour tout le monde. Il va falloir identifier les sous-groupes de patients et faire de la médecine personnalisée en gardant ça en tête, en prenant l'alimentation bien en tête, en considération dans ces recommandations. Alors, je voulais revenir un petit peu aux additifs et vous présenter un petit peu la complexité et du coup justement pourquoi nous on est quand même parfois un petit peu limité dans ce qu'on peut faire au laboratoire et qu'on est obligé de passer par ces études épidémiologiques. Vous voyez un petit peu la complexité. Moi je vous ai parlé d'agents émulsifiants. Parmi ces agents émulsifiants, on en a étudié une vingtaine. Rien que dans cette classe, il y en a déjà 80 qui existent, donc vous voyez qu'on en a manqué 60. Et en plus, vous voyez qu'il y a les colorants, les phosphates, les conservateurs, etc. Donc c'est vraiment, quand on commence à s'intéresser aux additifs alimentaires, c'est vraiment une population d'additifs qui est vraiment extrêmement, extrêmement large. Alors ce qu'on a mis en place au laboratoire, et ce qu'on utilise beaucoup en ce moment, pour s'affranchir justement à la fois des biais de ces études épidémiologiques qui sont assez limitées parfois dans l'impact mécanistique qu'elles peuvent nous donner, et pour aussi éviter de vous embêter avec des essais cliniques et des essais cliniques et des essais cliniques à chaque fois qu'on a une nouvelle idée, faire un essai clinique. Et bien on est arrivé au laboratoire à mettre en place un modèle de microbiote in vitro qui arrive à reproduire en fait dans des tubes à essai le microbiote de patients atteints de maladie de Crohn, de RCH ou de patients contrôle. Et du coup on peut faire comme ça des screenings d'additifs et identifier quels sont les additifs plutôt bons ou les additifs plutôt mauvais.
Du coup, c'est ce que j'ai représenté un petit peu ici, où vous voyez que plus la barre monte haut, hein, schématiquement, plus la barre monte haut, plus le microbiote va répondre à un additif. Et vous voyez clairement qu'on arrive à identifier des additifs qui sont très négatifs et qui ont un impact très négatif sur le microbiote intestinal, tandis que d'autres semblent être plutôt inoffensifs quant à leur action sur le microbiote intestinal. Donc ça aussi, ça ouvre un petit peu d'optimisme, hein, puisque demander à l'industrie agroalimentaire d'arrêter d'utiliser ces additifs, je pense clairement que ce sera impossible. Par contre, avoir une approche un petit peu plus personnalisée et se dire, OK, il y a certains additifs alimentaires, on sait très bien qu'ils ont un impact pro-inflammatoire sur le microbiote. Est-ce qu'on peut arrêter de les utiliser pour favoriser d'autres qui n'ont pas d'impact? Ça, clairement, c'est ce que notre recherche est en train de suggérer. Et ça, c'était une diapo un peu imbuvable aussi, parce que l'orange aussi, il en met toujours des diapos qu'on n'arrive pas à comprendre. Alors je voulais un petit peu faire comme lui pour une fois. Je suis un peu fier de cette diapo. Et en fait, ici, c'est juste pour vous présenter encore une fois un petit peu la complexité du système. Ici, c'est une étude d'association. Et vous voyez qu'en fait, donc, chaque colonne représente un additif alimentaire, chaque ligne représente un additif alimentaire. Quand vous avez une couleur verte, ça veut dire que c'est deux additifs qui sont souvent mis ensemble. Quand vous avez une couleur rouge, ça veut dire que ce sont deux additifs qui sont souvent qui sont négativement associés, c'est-à-dire qu'on les met jamais ensemble. Et vous voyez un petit peu la complexité du système. Vous voyez qu'il y a certains additifs, on a des chiffres de 1 par-ci par-là, c'est le vert très foncé. Vous voyez qu'il y a certains additifs qui sont toujours en combinaison avec un autre additif. Donc nous, avec nos études, avec nos approches, qu'elles soient épidémiologiques ou en in vitro, quand on teste un additif à la fois, vous voyez qu'on risque de manquer pas mal d'informations, puisque peut-être qu'un additif A ne fait rien, un additif B ne fait rien, mais la combinaison de l'additif A et B va avoir un impact négatif sur le microbiote intestinal. Donc ça, c'était vraiment pour illustrer un petit peu la complexité de ces interactions. Et aussi la complexité de ces interactions en ce qui concerne les alimentations transformées et ultra transformées. Je vous ai parlé d'additifs, mais vous comprenez bien que les additifs ne sont qu'un penchant, qu'un aspect de l'alimentation ultra transformée, hein, puisqu'on a aussi les aspects nutritionnels, hein, puisque ça va souvent être des aliments qui ont beaucoup plus de matière grasse, beaucoup plus de sucre. C'est des aliments qui sont transformés aussi, donc la biodisponibilité des sucres qui sont incorporés ne va pas être les mêmes, hein, avec des sucres plus ou moins raffinés, etc., qui ne vont pas avoir le même index glycémique. On a aussi beaucoup, c'est des aliments qui vont être emballés et suremballés avec des contaminations au plastique, des contaminations à l'aluminium qui peuvent avoir un rôle aussi dans l'inflammation intestinale. Donc vous voyez un petit peu la complexité de toutes ces approches-là. Et quand on veut étudier l'impact de l'alimentation ultra transformée et de comprendre quelles sont les mécanistiques qui sont derrière tout ça, vous voyez un petit peu la complexité de ces interactions. Et enfin, vraiment, très brièvement, il doit me rester quelques minutes, je voulais finir sur ces aspects aussi de médecine personnalisée. Alors, je pense vraiment que c'est l'avenir de la recherche, notamment sur les Mickey, notamment en ce qui concerne les microbiotes, puisque je vous ai parlé du microbiote, le microbiote, mais il faut bien garder en tête, et ça c'est vraiment quelque chose qui est de très très important, que tous les microbiotes sont vraiment uniques, et tous les microbiotes sont vraiment différents entre des individus. Alors il y a des bactéries il y a certains membres du microbiote qu'on a tous ou quasiment tous. Il y a certaines bactéries, on est 99% de la salle ici à les avoir dans notre intestin. Et inversement, il y a certaines bactéries, et vous êtes les seuls porteurs de cette bactérie, vous êtes les seuls à avoir cette bactérie-là. Et vous rajoutez un petit peu toute cette complexité ensemble, et sachant que vous avez entre 200 et 1000 espèces, 1000 bactéries différentes dans votre intestin. Chacune de ces bactéries sont à des proportions relatives, c'est-à-dire que peut-être que moi j'ai une bactérie qui est présente à 1%, chez vous elle va être présente à 20%, etc., etc. Vous voyez un petit peu que vous avez une carte d'identité qui vous est unique à chacun d'entre vous au sein de votre intestin qui constitue le microbiote intestinal. Alors, juste pour en revenir un petit peu aux agents émulsifiants, ce qu'on a fait chez l'homme, on a pu montrer justement que cette signature microbienne, la composition de ce microbiote, était vraiment très très important pour prédire la réponse à la consommation d'agents émulsifiants. Alors, c'est des études pilotes qu'on a réalisées, qui sont publiées. On passe sur des études maintenant à plus large échelle, avec des cohortes beaucoup plus larges, où on a pu montrer en fait que le fait de rajouter des agents émulsifiants à l'alimentation allait être négatif, mais pas pour tout le monde. Et il y avait certains microbiotes qui allaient être très susceptibles à cette perturbation induite par les agents émulsifiants, et d'autres microbiotes qui allaient être beaucoup plus protégés par la perturbation induite par ces agents émulsifiants. Donc encore une fois, un additif peut être mauvais pour certains, mais pas forcément à l'échelle de la population. Et donc du coup, je voulais finir un petit peu sur ces aspects-là de cartes et de signatures moléculaires, de barcodes. Vous avez vraiment tous au sein de votre intestin un microbiote qui vous est propre. Il y a encore beaucoup de recherches à faire sur ces aspects-là, de manière à comprendre un petit peu comment est-ce que ce microbiote est régulé et comment est-ce que ce microbiote, une fois perturbé, peut conduire à la pathologie. Et surtout, bien sûr, vous l'avez compris, comment est-ce qu'on peut revenir en arrière et comment est-ce qu'on peut annuler cette dysbiose et revenir à un microbiote qui jouera des rôles plutôt bénéfiques en bonne santé.
Ma petite dernière diapo un petit peu politique du moment, c'était concernant les tests qu'on peut faire sur le microbiote. Alors nous, on en fait des dizaines, des centaines tous les mois, des analyses de microbiote au laboratoire dans un contexte de recherche. Je reçois encore pas mal aussi, et je sais qu'en clinique c'est pareil, des analyses de microbiote qui ont été faites chez des patients. Malheureusement, on n'en est pas encore au stade où on peut interpréter ces données, on n'en est pas encore au stade. Alors au niveau de la recherche clinique, ce sont des outils qui sont fabuleux, où on peut vraiment comprendre, aller plus loin dans les interactions microbiote-intestin. Par contre, un individu donné qui va me présenter une analyse de son microbiote, je ne pourrai absolument rien en faire puisque ce ne sera pas dans un contexte clinique, ce ne sera pas dans un contexte de population, ce ne sera pas dans un contexte de stratification, etc. Donc malheureusement, on n'en est pas encore là. Même si je suis un grand optimiste, je pense qu'un jour, on pourra proposer ce genre d'aspect pour les patients. Je pense qu'on est encore une fois, et ça a été mentionné ce matin, beaucoup plus en avance en ce qui concerne l'oncologie, où il y a déjà des tests qui commencent d'être mis en place concernant le microbiote pour la réponse au traitement anticancéreux. Malheureusement pour les Mickey, on n'en est pas encore là. Il y a beaucoup de pubs, un effet mode sur le microbiote. C'est pour ça que j'ai mis la photo du Stade Rennais, puisque le Stade Rennais l'an dernier a collaboré avec une boîte qui analyse leur microbiote au cours de la saison pour essayer de mettre en place une recommandation personnalisée en fonction du microbiote. Alors ils ont fini 5e de la saison l'an dernier, c'était pas mal. Est-ce que les 4 d'avant ont fait des analyses de microbiote? La réponse est non. Donc vous voyez que la réponse n'est pas toujours et uniquement dans le microbiote intestinal. Voilà, et du coup, bien sûr, j'ai toute une équipe autour de moi que je souhaitais remercier, des agences de financement qui nous soutiennent. L'AFA nous a encore jamais soutenus, mais moi, je les soutiens entièrement et pleinement, et je continuerai de faire partie avec grand plaisir du conseil scientifique. Et vous voyez, encore une fois, l'argent, c'est le nerf de la guerre, donc on a la chance de pouvoir être financé par l'agence nationale, donc l'agence française, mais aussi l'ERC, qui est l'agence européenne de recherche, et ça c'est vraiment très très important pour faire ces recherches qui sont très coûteuses et qui demandent beaucoup de temps et d'énergie. Voilà, merci beaucoup pour votre attention, et bien sûr il y a beaucoup de temps pour les questions, donc avec grand plaisir pour vous répondre. Merci. Merci beaucoup Benoît. Oui, bien sûr. Hop, micro. Déjà pour dire que peut-être pour l'instant l'AFA n'a pas vraiment financé l'équipe de recherche de l'Institut Cochin, ça va peut-être arriver. Je viens juste de rentrer. Et puis pour vous dire quand même que par contre l'AFA finance entièrement et complètement l'étude Mikinote, qui est quand même une étude sur le lien entre facteurs alimentaires, profil alimentaire et poussée de la maladie. Et d'ailleurs c'est ce que je retiens en fait aussi de ce topo, ce que vous disiez qui moi m'a beaucoup frappé. C'est qu'en effet, on regarde en effet des facteurs de risque à travers notamment l'alimentation ultra transformée et puis d'autres aspects de l'alimentation, des facteurs de risque de survenue d'une maladie. Et ça nous apprend en fait à savoir comment on peut revenir en arrière, puisque nous, ça ne nous concerne plus puisqu'on est déjà malade, entre guillemets. Mais comment revenir en arrière, comment trouver finalement des connaissances qui vont nous permettre finalement de moduler le microbiote et d'être en équilibre en fait dans sa maladie. Oui, exactement. Et ça, je sais pas si il marche. Bon. Donc ça, c'est vraiment une super étude qui est en train d'être faite encore une fois, qui est menée par Jean-Pierre Hugo, mais avec le soutien plein et entier de l'AFA. Et encore une fois, ça montre encore le rôle que joue l'AFA et l'AFA, je le donne un exemple, mais toutes les associations de patients en général, qui permettent de financer vraiment des projets de recherche qui sont plutôt risqués, qui auraient eu beaucoup de mal à se faire financer par des agences classiques. Il y a des projets de recherche qui sont financés relativement facilement par les agences de financement. Il y a des projets de recherche qui sont beaucoup plus difficiles à faire financer. Je pense que l'étude Mikinote en est un exemple. Donc merci à l'AFA de soutenir ce genre de recherche. Donc, du coup, sur les connaissances effectivement que l'on peut avoir, par rapport à ça, est-ce que demain, par exemple, on sait qu'on incrimine un émulsifiant et on peut se dire que peut-être que dans le cadre d'une Mickey déjà déclarée, en évitant cet émulsifiant, on peut stabiliser la maladie ou pas ? Ouais, alors ça, nous, c'est vraiment exactement ce qu'on est en train d'essayer de faire au laboratoire et d'essayer de développer. On a des données préliminaires, alors ça reste des données préliminaires, ça n'a pas encore été validé par nos pairs, etc. Mais exactement, quand on a fait une étude clinique chez l'homme, on a vu qu'on avait des microbiotes qui répondaient aux agents émulsifiants, d'autres qui semblaient être protégés. Et quand on transfère ça à des souris, à des modèles de colites, ça corrèle parfaitement. C'est-à-dire qu'on a vraiment des microbiotes qui, quand ils sont exposés à certains additifs alimentaires, semblent être suffisants pour conduire à la colite. Et on a d'autres microbiotes qui, on ne connaît pas la raison, mais ils sont exposés aux mêmes additifs alimentaires. Eux ne sont pas suffisants pour conduire à la colite. Donc ce qu'on essaie de mettre en place, et ça c'est des études beaucoup plus larges, on est en train d'inclure quasiment 200 patients dans cette étude clinique. On veut voir est-ce qu'on peut arriver à prédire justement, et arriver à prédire avec des analyses de microbiotes, qu'elles soient d'un point de vue composition ou en utilisant notre microbiote en tube, de manière à prédire et essayer de dire, ok, on prend votre microbiote, on le regarde, on fait nos analyses dans notre labo, et on arrive à prédire, vous feriez mieux d'éviter tel ou tel type
d'additifs, tandis que vous, votre microbiote est complètement résistant à ces additifs, donc au final, pourquoi vous embêter à vous demander de ne plus manger de nourriture ultra transformée si ça ne va absolument pas impacter votre maladie? Ça, c'est vraiment ce qu'on essaie de mettre en place au laboratoire. Bon, moi, j'ai eu l'occasion de visiter effectivement le microbiote in vitro, c'est assez impressionnant. Alors, on attend les questions. J'avais l'impression que tout à l'heure, il y avait plein de gens qui avaient des questions, donc allons-y. Donc, j'ai une question ici. Juste là, la dame. Levez la main, madame, parce que voilà. Bonjour. Déjà, merci beaucoup pour votre conférence qui est très intéressante. J'avais juste une question. Moi, j'ai une maladie de Crohn. Et ce que je trouve difficile, c'est qu'on entend toujours plein de choses qu'on va nous dire les uns et les autres. Alors, il faut arrêter ci, il faut prendre ça. Du coup, c'est hyper difficile. Je prends un exemple hyper concret. La dernière fois, je discutais avec quelqu'un qui me disait il faut arrêter la viande, il faut arrêter le gluten, et tu vas aller mieux. Donc, quand on est patient, on a envie d'entendre que ça. Hein, Mais bon, voilà. Donc, c'était juste une question un peu large sur tous les débats qu'on peut entendre et votre avis là-dessus pour que nous, on sache aussi distinguer ce qui est un peu le vrai du faux et puis savoir comment se positionner quand on entend ce genre de discours. Alors, concernant le vrai du faux, malheureusement, on n'a pas encore les réponses, mais ce que ça soulève, ce que ces questions, ce que vous dites là, soulève vraiment, c'est cette nécessité d'aller vers quelque chose de personnalisé et de ne pas oublier, bien entendu, je prêche pour ma paroisse, mais de ne pas oublier de mettre le microbiote bien en place dans cette médecine personnalisée, puisqu'on sait qu'il y a tout un tas de facteurs de risque qui sont associés à la maladie de Crohn. Si on recherche dans les banques de données, qu'on recherche tout ce qui va augmenter le risque d'une maladie de Crohn, même si c'est passé augmenter le risque d'un fifre-là, on ne peut plus rien faire. On ne va plus pouvoir aller à la piscine, on ne peut plus rien faire. Donc la vraie question, c'est de savoir, ok, mais pour tel patient, pour tel individu, c'est ce que Yoram a dit, au niveau du patient, la statistique n'existe pas, c'est soit 0, soit 100%. Et du coup, c'est exactement ça, mettre en place quelque chose de personnalisé, identifié pour chacun des patients. Vous, continuez d'aller à McDo, pas tous les jours, parce qu'après, il y a le métabolisme qui se met en place, mais le McDo n'a absolument aucun impact sur votre maladie. Par contre, vous pouvez mieux ou moins bien répondre à telle ou telle biothérapie, etc., etc. Vraiment d'avoir une approche personnalisée et d'éviter justement d'avoir des patients qui sont complètement névrosés et qui ne peuvent plus, qui ont ce sentiment de ne plus pouvoir rien faire. Ça, c'est vraiment la clé, je pense, du futur et des 10 prochaines années. Je voulais rajouter justement que le message aussi du topo, c'est de voir à quel point c'est un domaine ultra complexe en fait, mais vraiment ultra complexe, et que c'est un domaine de recherche qui est en pleine expansion, et que peut-être le message c'est de dire il n'y a pas de réponse toute faite, parce que les connaissances, elles augmentent au fur et à mesure, et en fait elles changent, et quelque chose qu'on disait il y a 5 ans s'avère relativement fausse 5 ans plus tard. Donc il faut être extrêmement prudent justement sur la question de l'alimentation et essayer justement, alors je sais pas, on avait ce discours aussi de dire que ce qui est important aujourd'hui, c'est de manger une alimentation la plus variée, la plus équilibrée, de saison, parce que c'est ça en fait qui va faire que le microbiote sera varié en fait, c'est ça. Exactement, donc c'est vraiment l'alimentation qui va nourrir le microbiote. Donc plus on aura une alimentation riche et diversifiée, eh bien plus on va nourrir la bactérie A, la bactérie B, la bactérie C, tandis que si on a une alimentation où on se restreint parce qu'on pense que ça va nous aider, et bien au final on va arrêter de nourrir certaines bactéries et du coup on va les perdre dans l'écosystème. Et juste pour revenir, c'est encore une fois, le microbiote c'est un champ de recherche qui est vraiment nouveau, qui est quasiment assez balbutiement. La première étude, moi quand j'étais encore étudiant à la fac, la première étude qui a montré que quand on prenait du microbiote d'une personne obèse, on le donnait une souris sans microbiote, et ben la souris devenait obèse. À l'époque, les gens n'y croyaient pas, le type qui avait fait ça avait été jugé comme un fou, etc. Depuis, c'est un des pontes du microbiote, et ça c'était il y a 20 ans. C'était il y a 20 ans, donc vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui débute, où on en est vraiment au balbutiement de la recherche sur le microbiote. Donc on sait, du coup, ça pourrait être un effet secondaire de la transplantation fécale, justement. Hein, il va bien falloir identifier les donneurs, exactement. Alors, est-ce qu'on a des questions? Je Oui. pense qu'on a pas mal de questions. Allez-y, on vous écoute. Bonjour. Je repose ma question de tout à l'heure, du coup, au sujet de l'état de l'avancée de la recherche sur la transplantation fécale. J'ai moi-même pu bénéficier d'une transplantation fécale pour une infection au Clostridium, avec l'espoir secret que ça améliore ma maladie, ma RCH, et en fait ça a fait flamber la RCH. Du coup voilà, il y avait quand même de l'espoir à ce niveau-là, et je me demandais où en était la recherche.
Alors en fait, la transplantation fécale, c'est juste extraordinaire. Au niveau de l'infection à Clostridium difficile, c'est quelque chose qui marche extrêmement bien. Ça dépend un petit peu des donneurs, mais c'est quelque chose qui a un pourcentage de succès entre 95 et 100%. C'est vraiment une approche thérapeutique qui est vraiment extraordinaire, qu'on n'avait pas identifiée depuis très longtemps dans le monde de la médecine. Malheureusement, la réponse est beaucoup plus mitigé au niveau des patients atteints de maladie de Crohn et de RCH. Il y a beaucoup d'études cliniques en cours sur ces aspects-là. Alors, est-ce qu'en identifiant les bons couples donneurs-receveurs, puisque le microbiote chez qui on va le prendre, ça va être très important, est-ce que tout le monde peut en bénéficier? Donc le receveur, probablement pas. Donc est-ce qu'on pourrait identifier un jour des bons couples donneurs-receveurs de manière à avoir un impact bénéfique sur la maladie? Ça, c'est ce que les études suggèrent. Qu'est-ce qu'un bon donneur? Qu'est-ce qu'un bon receveur? Qu'est-ce qu'un bon couple donneur-receveur? Est-ce qu'un bon donneur est bon donneur pour tout le monde, etc. Ça, on n'a encore pas toutes les réponses et c'est vraiment quelque chose qui est très complexe. Moi, je rajouterais quand même qu'à l'heure actuelle, en France, il n'y a pas de thérapeutique par la transplantation fécale. Ce ne sont que des essais cliniques. Mais même si ces essais cliniques nous apprennent que finalement, ce n'est pas formidable à elle toute seule, la transplantation, elles nous apprennent aussi beaucoup de choses, justement, sur la relation entre les bactéries entre elles. Et ce que vous dites, Benoît, c'est la relation entre le donneur et le receveur qui nous permettent ensuite, demain, peut-être de travailler sur des probiotiques du futur, comme dirait Harry Sokol, qui n'est pas là, mais qui est aussi le pape clinicien du microbiote, et chercheur aussi d'ailleurs. Et donc, je pense que ces recherches, elles sont vraiment importantes pour aboutir demain à quelque chose qui parte du microbiote et de la modulation de ce microbiote. Exactement. Dans les contextes cliniques, c'est de la recherche qui est vraiment en pleine évolution, et notamment en France, où il y a Harry Sokol qui est leader dans le domaine. Donc, au niveau de la recherche clinique, c'est vraiment quelque chose qui nous permet d'en apprendre beaucoup. Mais voilà, au niveau de l'application pour le patient, malheureusement, on n'en est pas encore là. Et sans vouloir pousser le bouchon un peu trop loin, Benoît, ce sont des recherches qu'on finance aussi à l'AFA. J'avais vu une dame là qui avait déjà levé la main. Donc vous avez le micro? Un micro, madame, pour madame qui était juste à côté de... Ouais. Il y en a plein des questions, mais bon, alors vous avez le micro, on y va. Oui, bonjour, merci. Attendez. Alors allons-y. La dame en jaune d'abord, et puis après vous, madame. Moi, j'avais une petite question parce que c'est par rapport au traitement et au microbiote. Justement, quand dans certains traitements, on peut avoir une association de traitement et antibiotiques, notamment quand on est sous anti-TNF, plus haute molécule, plus corticoïdes. Et on sait que les antibiotiques sur le microbiote, c'est pas top. Donc, comment on fait quand on a une prescription d'antibiotiques à niveau préventif pendant plusieurs mois par rapport justement à cette approche intégrée qui doit combiner le microbiote, les traitements, l'approche diététique, etc. Voilà, donc j'avais une question. Ça aussi, c'est vraiment une question qui est hyper importante. Et encore une fois, la recherche sur le microbiote nous met vraiment la lumière sur ces aspects-là. Alors, on sait très bien que l'antibiothérapie, surtout l'antibiothérapie à long terme, va avoir un impact vraiment dévastateur sur le microbiote. Malheureusement, les antibiotiques, s'ils ont utilisé, c'est pour des raisons. Je ne suis pas du tout en train de critiquer les antibiotiques. C'est probablement la classe de molécules qui a sauvé le plus de vies dans le monde, dans l'histoire de l'humanité. Donc, il faut bien sûr continuer d'utiliser ces antibiotiques qui sont hyper importants en thérapie, en management des patients atteints d'IBD. Par contre, voilà, je sais qu'il y a des recherches qui s'intéressent justement à est-ce qu'on ne peut pas mettre en place des prélèvements de flore avant la mise en place de la thérapie, c'est-à-dire on récupère la matière fécale, on fait la thérapie avec antibiothérapie, etc. Une fois que la thérapie est finie, qu'on arrive à calmer la maladie, qu'on a un microbiote qui est dévasté par l'antibiothérapie, est-ce qu'on ne peut pas justement faire une greffe autologue, c'est-à-dire de prendre son caca qui était dans un congélateur, se le réimplanter pour recoloniser notre intestin, etc. Il y a beaucoup de recherches sur ces aspects-là. Pas tout seul, non. Oui. Non, je sais qu'il y a des vidéos. Non, faut pas que je le dise parce qu'après vous allez les voir. Mais non, pas tout seul, mais dans un contexte clinique, etc. Et encore une fois, on n'en est qu'à la recherche, etc. Mais il y a des données vraiment très encourageantes sur ces aspects-là. Alors, madame en noir. Oui, bonjour. Oui. Une question au sujet de la prolifération. Est-ce qu'il y a eu des études récentes sur la prolifération des candidoses intestinales qui peuvent avoir un impact grave pour une dysbiose, voire sur la maladie? Ça, je ne suis pas au courant. Je ne sais pas si... C'est assez développé aux États-Unis. En tout cas, ils sont en avance là-dessus et il y a eu des choses émises en lien. Peut-être. Alors après, il y a aussi beaucoup d'infections ou de prolifération anormale qui peuvent être des conséquences de la pathologie et pas forcément jouer un rôle dans les prémices de la pathologie. Je ne sais pas, Laurent voulait rajouter, peut-être qu'il aura des données. Oui, le candidat, il faut savoir que si on fait un test chez vous, chez moi,
c'est quelque chose qu'on retrouve très fréquemment. On le voit parce que les généralistes souvent ils débutent un traitement, donc c'est pas à traiter. C'est un germe qui est normal et qu'on doit, enfin que moi j'ai, que tout le monde a. Donc quand on fait des prélèvements de sel, souvent on le trouve. Donc ça c'est la première chose. Il faut savoir s'il a vraiment un rôle pathogène. Alors savoir s'il a un rôle pathogène, c'est plus débattu. Si vous voulez, il y a une séquelle dans le sang et on n'en parle jamais. Ils le font beaucoup aux États-Unis ou ailleurs, mais on le fait assez peu en France. C'est ce qu'on appelle les marqueurs d'infection à candida dans le sang, les ASCA. Je ne sais pas s'il y en a déjà parmi vous qui ont eu ces anticorps ASCA. Et ça veut dire qu'on était exposé à ce champignon-là. Il y a un risque plus accru de faire une forme sévère de la maladie de Crohn quand on a dans le sang les traces de l'exposition à ce champignon-là. Donc il y a des études en cours qui ont regardé, et notamment il y avait Lille à un moment qui travaillait dessus, est-ce qu'il faut traiter ce champignon pour améliorer les choses ? Pour l'instant, tout ça, ça reste à l'état d'hypothèse. Il n'y a rien qui est dans le domaine clinique, mais le gros sujet chaud du moment, c'est en effet les champignons. C'est-à-dire qu'on s'est intéressé qu'aux bactéries pendant plusieurs décennies, et le gros sujet chaud actuellement, c'est virus et champignons. Parce qu'on dit, dans les microbes, ça a été bactéries. Donc on va voir ce que ça donne, mais pour l'instant, il n'y a pas d'implication pratique, mais avoir du candida dans les selles, c'est normal. Voilà, si je peux déjà vous dire quelque chose, et ça ne se traite pas, sauf un contexte pathologique. Mais chez beaucoup de patients, le taux de candidose est beaucoup plus élevé que chez quelqu'un de normal, entre guillemets. On va passer le micro à quelqu'un d'autre parce qu'il nous reste peu de temps pour les questions. Là, il y a une dame en beige qui lève la main depuis longtemps. Il y a quelqu'un qui a un micro là, juste là ? Ok, on y va. Oui, bonjour. Moi, j'avais 2 questions. Vous avez parlé des fibres solubles. Je voulais savoir ce qu'il en était des fibres insolubles dans l'alimentation. Et la deuxième question, c'était par rapport à l'engouement des probiotiques, prébiotiques en gélules, leur efficacité. Est-ce que c'est vraiment utile de faire des cures et est-ce que ça a un impact ? Ouais, deux questions vraiment importantes et des sujets un petit peu chauds. Alors concernant les fibres, les fibres insolubles sont très très importantes. Alors nous, on ne va pas les digérer, c'est-à-dire qu'elles ne vont pas servir du tout à notre métabolisme, etc. Contrairement aux ruminants qui, eux, peuvent digérer les fibres insolubles. Nous, on ne peut pas. Mais par contre, ça a un rôle vraiment très très important dans la circulation du bol alimentaire. Et du coup, sans fibres, si on a une alimentation dépourvue complète de fibres insolubles, on aura la diarrhée, puisque c'est elles qui permettent de faire la structure des matières fécales, etc. Donc les fibres insolubles sont bien sûr très très importantes et il faut aussi favoriser leur consommation, en plus des fibres solubles qui, elles, vont nourrir le microbiote. Concernant les cures de prébiotiques, probiotiques, on en revient malheureusement, je suis désolé, toujours aux mêmes choses, c'est que tout ça est malheureusement très très compliqué. Notamment, juste pour prendre l'exemple des prébiotiques, on sait très bien que les prébiotiques, nourrir notre microbiote intestinal est quelque chose de bénéfique. Donc prendre des prébiotiques à l'échelle de la population, ça va probablement avoir un impact positif. Mais chez certains patients qui ont une maladie de Crohn en poussée, les prébiotiques, qu'est-ce que ça fait ? Ça induit la fermentation, c'est-à-dire que les bactéries, pour les digérer, elles fermentent, elles libèrent du gaz. Du coup, on a une distension colique qui peut se faire, et du coup, ça peut faire des douleurs, et ça peut augmenter, favoriser la poussée chez les patients atteints de maladie de Crohn. Donc, encore une fois, quelque chose qui est bénéfique peut-être au niveau de la population, et bien dans certains sous-groupes de patients, va plutôt être négatif. Il y a certaines études qui viennent du Weizmann Institute aussi d'Israël qui suggéreraient que ce serait la même chose pour les probiotiques, c'est-à-dire qu'à l'échelle de la population, ça ne servirait pas à grand-chose. Peut-être que chez certaines personnes, ça aurait un impact positif, et peut-être que chez certaines personnes, ça aura un impact négatif. Donc malheureusement, on n'a pas encore les réponses sur toutes ces questions. Merci Benoît. On a la place pour 2 questions. Les micros sont déjà en place, je suis désolée, donc il n'y a plus d'autres questions possibles. Donc la dame en beige maintenant, et puis le monsieur juste après. Bonjour. En fait, ce que je comprends, c'est qu'il faut varier l'alimentation et donc même si certains aliments se retrouvent intacts dans les selles, comme les pois ou la feuille de laitue, est-ce qu'il faut continuer à quand même en prendre pour qu'un jour, éventuellement, il y a des bactéries qui soient capables de digérer? Oui, bien sûr. Et puis de toute façon, ce que vous voyez à l'œil nu n'est pas forcément ce qui se passe exactement. Et il y a certains aliments, comme ça, les champignons aussi, qui peuvent être excrétés quasiment intacts, mais ça ne veut pas forcément dire qu'ils n'ont pas participé au nourrissement de certaines bactéries du microbiote intestinal. Donc ça, il y a aucun continuer à manger très varié, même si on pense que c'est pas assez. Exactement. Il y a des super données justement qui comparent des populations en Afrique, des tribus africaines qui sont complètement coupées du monde et qui font des chasseurs-cueilleurs en fait, et qui ont une alimentation en fonction des saisons, chasseurs-cueilleurs, beaucoup de fibres, des aliments qu'on pensait qu'ils n'existaient plus, etc. Et en fait, on arrive à trouver chez ces populations des microbiotes intestinales qui sont d'une richesse
juste faramineuses, on ne pensait même pas que c'était possible. On identifie chez des patients aussi des bactéries qu'on n'avait jamais identifiées quand on a séquencé et analysé le microbiote de centaines et de centaines d'Américains ou de Français. Donc voilà, il y a vraiment cet impact très très important de l'alimentation sur le microbiote intestinal. Monsieur ? Oui, on a chacun notre microbiote personnalisé. Je voudrais savoir, l'individu a un microbiote uniforme de la bouche à l'anus ou il y a un microbiote particulier sur le grêle, particulier sur le côlon? Ouais, ça aussi, alors Laurent a mentionné les limites du microbiote, notamment en ce qui concerne le fait qu'on s'est beaucoup intéressé aux bactéries, parce que c'est un petit peu plus facile à analyser et parce que c'est la population majoritaire, donc on s'est concentré d'abord sur les bactéries parce que c'était ce qu'il y avait le plus. Il y a les champignons, il y a les virus pour lesquels on n'a pas encore beaucoup de données, et c'est exactement pareil pour la longitudinalité du tractus. On s'est beaucoup intéressé au microbiote fécal. Pourquoi ? Parce que c'est relativement simple à collecter. Mais il y a aussi ici tout un tas de données sur le microbiote de l'iléon, et notamment chez les patients de Crohn qui ont un Crohn iléal. On sait que c'est ces bactéries au niveau iléal. Et il y a des données notamment de Clermont-Ferrand qui sont aussi soutenues par l'AFA, de l'équipe de Nicolas Barniche, avant Arlette Darfoy-Michaud, qui montrent que justement la colonisation au niveau iléal par certaines bactéries pathogènes n'est pas forcément retrouvée au niveau des selles. Donc ça montre une fois de plus la complexité du système, et ce qui sort en fait du tractus ne va pas forcément refléter l'état de la pathologie plus haut dans le tractus exactement. Bon, en fait, il y aurait quand même beaucoup à dire encore et assez longtemps, mais ça va être la pause de midi. Alors déjà, un très très grand merci à Benoît Chassin. Je pense qu'on peut l'applaudir. Merci beaucoup.